Alors, chers invités, vous avez chacun un micro à côté. Alors, je vais commencer par, comme le sujet étant le digital pour une campagne intelligente, je vais commencer par interpeller Khalid Safir. On sait qu'il était directeur général de la CDG, mais pas que, puisqu'au travers de sa longue expérience, il a surfé sur des sujets techniques, technologiques, IT, de développement à la fois urbain et rural. Il a aussi été Walid du Grand Casablanca, directeur général de la DGCT. Donc, je sais que vous avez travaillé sur un sujet qui est la réduction des disparités territoriales. Quel regard pouvez-vous partager avec nous sur et le digital et le développement rural? C'est Khalid Safir. Merci, merci de m'avoir associé à cette journée. Et d'abord, je salue Monsieur le ministre et le remercie pour cette invitation, Monsieur le gouverneur, Madame et Monsieur les secrétaires généraux, Mesdames et Messieurs les présidents, directeurs généraux et directeurs. Je crois que ce que nous avons vu depuis ce matin et ce que nous avons vu maintenant pendant la tournée nous montre l'importance des IT dans le monde en général, mais aussi dans l'agriculture et dans la gestion du monde rural. L'IT a un apport certain dans ces domaines-là, en matière de rationalisation de la prise de décision et de précision dans l'action, d'efficience et de précision, à travers un certain nombre d'étages et d'outils. D'abord, la partie collecte de la donnée, très très importante, à travers un certain nombre de technologies, l'IoT, donc l'informatique embarquée, mais aussi les drones, l'imagerie satellitaire. Deuxièmement, c'est donc ces données-là et cette data qui doit être emmagasinée, stockée, puis traitée. Et le but, c'est d'en sortir un certain nombre d'éléments pour faciliter la prise de décision et la rendre la plus rationnelle possible et la moins, et j'en parlerai tout à l'heure, et la moins émotionnelle possible. Et enfin, l'action. Donc là aussi, à travers l'IT, on a aussi aujourd'hui, avec les outils existants, la possibilité d'aller traiter là où il faut, avec beaucoup de précision. Et on l'a vu tout à l'heure avec les drones, avec un certain nombre d'outils de suivi à distance de la température dans les frigos, où on peut agir soit de manière humaine, ou soit à la limite de manière totalement automatisée. Et donc c'est ça aussi les apports de cette IT pour permettre justement à la fois de produire plus, avec moins de ressources, moins d'impact sur l'environnement, moins d'impact sur la nature, mais en étant plus productif et plus efficient et en même temps plus rentable pour nos agriculteurs et en général dans notre monde rural. Je reviens à votre question sur le développement rural. Ce que nous avons vu ce matin, donc à travers la visite, c'est plus des outils d'aide pour l'agriculteur en lui-même ou l'agro-industriel. Mais les IT peuvent aussi servir aux décideurs publics. Et c'est là où le travail qui a été réalisé dans le cadre du programme de réduction des disparités sociales et territoriales et qui était piloté par le ministère de l'Agriculture, qui a démarré en fin 2016, début 2017, a permis aussi de mettre de la rationalité dans la prise de décision en matière d'aménagement du monde rural. Et personnellement, et je pense que c'est Sadiq de partager avec moi, puisque nous avons tous les deux beaucoup travaillé ensemble sur ce sujet, c'était un pilote en matière de convergence des politiques publiques, puisque ça a permis, et grâce à l'IT, de permettre à un certain nombre d'acteurs publics de travailler ensemble et de réaliser ensemble un certain nombre d'investissements, et là aussi de manière précise. Et je m'explique, puisque le programme de réduction des disparités sociales territoriales qui a été lancé par Sa Majesté le roi Lensro, portait sur 5 domaines, donc l'accessibilité, l'éducation, la santé et la connexion à l'eau et à l'électricité. Et en faisant travailler les départements ministériels concernés, qu'ils soient le ministère de l'Agriculture, de l'Intérieur, mais aussi l'Office national de l'eau et de l'électricité, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé, et en plus les présidents des conseils régionaux et un certain nombre de présidents de collectivités territoriales, ensemble, autour de ces cartographies et de ces systèmes d'information géographique qui faisaient remonter là où le besoin existe réellement de manière rationnelle
pas seulement sur la base des témoignages humains et de l'émotion des défenseurs de ces genres de régions. Et le programme a permis, au bout de 5 ans, de corriger un certain nombre de dysfonctionnements et surtout d'aller traiter des zones dont personne ne parlait. Et c'est ça l'apport, à la fois en termes de réalisation de pistes, de rénovation de pistes, mais aussi de salles de classe, de centres de santé, de raccordement à l'eau potable et de raccordement à l'électricité. Un meilleur adressage de l'investissement public. Exactement. Et je reviens, c'est à la fois la rationalité, une meilleure connaissance du terrain, la rationalité de la prise de décision et la précision dans l'action. Absolument. Merci beaucoup, Sir Khalid Safir, pour ce premier tour et d'éclairage. Alors, il y avait dans le propos tout à l'heure de Sir Ho un sujet qui était celui du foncier. On ne pourra pas parler de développement rural sans voir l'impact du digital sur le foncier. Et là, on a avec nous aussi Karim Tajmouati sur justement tout ce qui se fait par l'ANCFCC en matière de projets, de développement qui ont été mis en place pour réellement que la transformation digitale soit au service du développement rural. Oui, merci. Alors d'abord, permettez-moi de vous dire combien je suis heureux d'assister à ce panel et à ce colloque. Remercier Monsieur le Ministre pour son invitation. Alors l'ANCFCC est une brique du grand département de l'agriculture. D'abord par l'histoire, parce que je rappelle que l'ANCFCC, il y a à peine 30 ans, était une petite direction du ministère de l'Agriculture. Et donc le lien est un lien entre guillemets charnel, parce que c'est notre tutelle. Et puis parce que aujourd'hui, la stratégie en matière d'immatriculation foncière dans notre pays est axée sur le rural. Juste pour vous donner 2 chiffres, le Maroc aujourd'hui produit à peu près 400 000 titres fonciers par an. Il y a 400 000 titres fonciers qui apparaissent au Maroc chaque année. 2 tiers de ces titres fonciers sont en milieu rural. 2 tiers. Okay. Nous immatriculons à peu près 1,1 million d'hectares chaque année. 90% de cette superficie immatriculée chaque année est en milieu rural. Donc vous imaginez l'importance que la question du rural peut avoir pour nous en tant que conservation foncière et que cadastre. Mais en même temps, le rôle de l'immatriculation foncière comme élément de soutien au développement du monde rural et de l'agriculture. Plan Maroc vert, mais aussi développement du monde rural de manière générale. Alors nous, au cours des 5-6 dernières années, nous avons mené un plan de digitalisation des services et des process et du cadastre et de la conservation foncière qui vont dans ce sens. Okay. Les opérations notariales sont aujourd'hui, il y a à peu près 1,2 million d'opérations notariales qui sont traitées chaque année, qui sont aujourd'hui totalement numérisées, digitalisées. Et il y a à peu près 40 000 dossiers cadastraux qui sont traités à travers le royaume, également en zéro papier, donc totalement numérique. Donc tout ça vient alimenter une base de données numérique, lourde, importante, qui intègre une data extrêmement riche, qui maintenant va devoir être utilisée de manière intelligente, pas par la conservation foncière et le cadastre, mais par l'État en tant que tel. Ce que disait Sir Khalid il y a quelques secondes, dans une optique d'optimisation des politiques publiques. Et c'est là où, avec le ministère de l'Agriculture, nous avons lancé un projet qui est très important. Nous sommes en pleine phase de conception et je crois que on aura l'occasion d'en parler. Nous sommes en train de travailler sur un modèle de cadastre économique qui est en fait un système d'information multi-usage qui se fonde sur les maps cadastrales qui sont donc gérées par la NCFCC et sur lesquelles viennent s'apposer des couches d'information. Ces couches d'information qui sont multi-usages, qui peuvent concerner la santé publique, l'habitat, l'éducation nationale, les fluides, les réseaux électriques, etc. Ces différentes couches, le Haut Commissariat au Plan, ces différentes couches se parlent. Okay. Et le principe de ce système d'information multi-usage, donc ce qu'on appelle un cadastre économique multi-usage, c'est que ça devienne un outil de gouvernance pour la gestion des politiques publiques.
Donc c'est un projet qui est porté par l'ANSFCC, mais qui est bien entendu un projet avec le ministère de l'Agriculture, mais qui est bien entendu un projet de création d'un outil de gouvernance des politiques publiques pour le compte de l'État marocain. Ce que je constate au travers du propos de Cyril Sefir et du vôtre, si Karim Tejmouati, c'est qu'il y a réellement cette convergence, cette nécessité d'avoir des outils qui peuvent mieux adresser l'investissement public et qui vont servir finalement à toutes les parties prenantes, chacun en fonction de ses spécificités. Oui, en ne perdant pas de vue que nous disposons d'un outil d'exception qui justement est géré par l'ANSFCC, c'est notre dispositif satellitaire. Ce sont nos 2 satellites d'observation, optique d'observation, Mohamed 6A et Mohamed 6B, qui nous permettent de traiter avec un très haut niveau de résolution l'intégralité du territoire marocain, mètre carré par mètre carré. Et tout ça est porté par un certain nombre d'applicatifs extrêmement pointus, particulièrement dans le monde agricole, particulièrement dans l'utilisation des terres agricoles, la gestion des campagnes agricoles, l'information climatique, l'information liée à la gestion de l'eau. Donc il y a tout un devenir en attente sur l'utilisation d'applicatifs liés à l'utilisation des satellites Mohamed 6A et Mohamed 6B dont dispose le Royaume. En tout cas, merci beaucoup pour cet éclairage. Il y a à la fois une volonté de mieux adresser l'investissement public, mais aussi de mieux servir et avoir une vue globale sur l'agriculture de précision, que ce soit pour les parties prenantes qui agissent dans le secteur. Alors, on a compris que le développement rural et du monde agricole, il passe aussi par l'exigence d'un domaine qui est le domaine de la finance. Et on a avec nous le président de la fédération au niveau de la CGEM, sur la dimension de l'inclusion financière. Si Dinia, vous qui travaillez non seulement au travers de votre fonction au quotidien, puisque vous êtes à la fois dans l'IT, dans la transformation et dans le stratégique, mais aussi au travers de ce que fait la fédération pour un développement de l'inclusion financière dans le secteur, enfin dans le monde rural. Merci. D'abord, c'est un réel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour parler des sujets importants, intéressants et passionnants, à la fois l'agriculture, le digital et la finance. Je tiens à remercier Monsieur le ministre et tous les organisateurs pour l'invitation. Avant de parler de l'inclusion financière, notamment dans le monde rural, de manière générale, effectivement, nous assistons depuis une dizaine d'années partout dans tous les secteurs, dans tous les domaines, une transformation digitale assez poussée. C'est vrai que dans le secteur financier et dans le secteur bancaire, ce secteur a été précurseur en la matière pour X raisons. D'abord, effectivement, l'activité s'y prête. Aussi, on va dire, le client bancaire est intéressé par la rapidité. Il veut que ces services soient instantanés. Il veut qu'ils soient indépendants, peut-être parce qu'il veut éviter au maximum de voir son banquier. Mais en tout cas, tout ça a été fait aussi grâce à une évolution réglementaire. Et c'est vrai que, de manière générale, dans le monde, on arrive aujourd'hui à un taux de pénétration du digital banking assez important, vers les 72%, donc ce qui est assez énorme. Et ceci est valable aussi au niveau du Maroc, où effectivement, aujourd'hui, les banques sont arrivées à une transformation assez poussée et qui touche tous les services digitaux, tous les produits digitaux, tous les parcours, tous les canaux. On a ce qu'il faut en termes de banque en ligne, de mobile banking, de paiement mobile. Bien évidemment, pour arriver à des services basiques, transactionnels basiques, mais aussi des services un peu plus sophistiqués, comme des demandes de crédit à distance, des crédits d'habitat ou de consommation, ou des choses un peu plus sophistiquées dans la banque assurance, ou par exemple aussi dans l'ouverture des comptes à distance en utilisant de l'intelligence artificielle. Et donc tous ces services-là ne sont pas uniquement dédiés au monde urbain. Par définition, ils sont ouverts à tout le monde. Je dirais même certains services sont plus utiles pour le monde rural pour des raisons d'éloignement et par rapport aux agences physiques. Je pense par exemple au paiement de factures, au transfert et ainsi de suite. Et même pour le monde rural, il y a certaines banques qui développent des services et des parcours encore plus particuliers pour le monde rural et de manière générale, mais en particulier pour l'agriculture, notamment par exemple pour le financement de l'agriculture ou pour
le financement des intrants, pour le paiement des semences, pour le paiement de l'irrigation, et ainsi de suite. Il y a même des plateformes de telle filière. En fait, finalement, le digital est encore plus important dans le monde rural, d'abord parce que la brique essentielle pour la smart campagne, c'est l'accès aux nouvelles technologies d'information et de communication. Et chez nous, au Maroc, bien évidemment, nous avons quand même on a beaucoup évolué dans ce sens. Nous avons un taux de pénétration, par exemple, sur le mobile de plus de 130%. On a un taux de 65% d'utilisateurs d'Internet, et ça, pas uniquement dans le monde urbain, mais aussi dans le monde rural. Et justement, cette réussite d'inclusion digitale, il faudra la transformer en tant qu'inclusion financière. Et là, quand on parle d'inclusion financière, bien évidemment, il y a l'offre, le secteur bancaire et le secteur financier de manière générale essaient d'avoir des offres, mais il y a aussi un sujet de demande. Okay. Parce que c'est un vrai sujet. Il faut que la demande croît, il faut que la demande évolue. Et ça, c'est grâce justement à certains projets nationaux. On parlait de génération green, on parle de nouveaux modèles de développement. Taj Mouati a parlé de l'aspect justement foncier. Il y a aussi le développement territorial. Il y a aussi, on a parlé tout à l'heure du RSU. C'est ce qui va nous permettre justement de connaître de plus en plus les besoins de tel ou tel citoyen. Il y a aussi justement l'amour ou la généralisation de la sécurité sociale. Donc tout ça doit encourager la demande. De toute façon, l'offre, elle va se développer. Déjà, elle est assez suffisante, mais elle va se développer de plus en plus. Le secteur bancaire, de manière générale, il s'adapte très très vite. On l'a vu par exemple pendant l'aide nationale où tout le secteur a répondu présent. Justement, sur ce volet d'aide nationale, c'était à l'occasion de la Covid où on a vu réellement à la fois un super développement des technologies de l'information qui était aussi au service justement du monde agricole. Quelle a été l'offre de la banque par rapport à ça et s'il y a un retour d'expérience? Oui, bien évidemment, c'est un projet qui était piloté par le ministère de l'Intérieur et le citoyen qui devait recevoir l'aide, il recevait, on utilisait un peu la technologie, on utilisait un SMS et il pouvait aller retirer directement la subvention ou le don sur un GAB sans avoir un compte. D'ailleurs, la réflexion, elle était aussi, est-ce qu'on pouvait passer par le mobile payment? C'est un projet qui est lancé. Malheureusement, il y a encore du chemin à faire, sachant qu'aujourd'hui, quand même, il y a quand même 6 millions de wallets qui sont aujourd'hui acquis. Maintenant, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'utilisation. Il y a un problème d'activité et les opérations qui sont opérées aujourd'hui, elles sont essentiellement sur la partie transfert, sur la partie paiement de facture, pas beaucoup sur le paiement de commerce parce que c'est l'objectif initial. Merci beaucoup, Sidinia. Je reviendrai certainement sur... parce qu'il y a une première question qui était un état de l'art de ce qui existe, mais on aura aussi besoin de le projeter puisqu'on parle de smart campaign ou de campagne intelligente. On aura aussi besoin de savoir qu'est-ce qui nous permettrait d'amplifier encore plus, de développer encore plus ou des applications et surtout le secteur. Si Karim Taj Mouati, tout à l'heure, il parlait de satellites, donc on ne peut s'empêcher de penser à Hassan Moussali avec Géomatique sur justement toute cette data géospatiale et cette activité que vous gérez, comment est-ce qu'elle permet justement une campagne intelligente dans le sens du développement du monde rural au travers de data aussi satellites? Je vous remercie beaucoup pour cette invitation. Il faut préciser que le Maroc est un des premiers pays en Afrique et en Moyen-Orient qui a pu utiliser ce qu'on appelle les technologies géospatiales depuis les années 1985-86. Ceci, c'est une réalité et depuis, le Maroc a évolué, je dirais, en matière de la donnée géospatiale dans tous les domaines, que ce soit l'urbain, l'agriculture, le transport, la logistique et j'en passe. Précisément pour la partie de l'agriculture, parce qu'on parle de l'aménagement, on parle souvent de l'aménagement du territoire du sens urbain, on parle aussi de l'aménagement du territoire du sens rural.
Et aussi, on oublie aussi un point très important qui est l'aménagement du côté marin. Aussi, il ne faut pas oublier que la marine est une ressource agroalimentaire extrêmement importante. Donc, il y a 3 axes à prendre en considération. Donc, depuis, bien sûr, plusieurs métiers sont développés au Maroc dans différentes administrations et même aussi dans le privé en matière de la collecte de cette donnée spatiale. Cette donnée spatiale, je dirais, qui relève de plusieurs moyens de collecte de données, des IoT, tels que les satellites. Les satellites aujourd'hui, c'est des images non seulement optiques, mais il ne faut pas oublier aussi des images radar satellites qui peuvent fournir aussi de l'information la nuit. Les drones, bon, tout le monde connaît les drones et la qualité de résolution qui peut aller jusqu'à 5 cm, mais sans oublier aussi une autre source aussi qui fait révolution dans le monde, c'est la collecte de l'information, c'est des images immersives. Les images immersives 360 degrés. Donc, comme vous le savez, 360 degrés, c'est-à-dire carrément, vous avez la réalité prise par image et vous avez tous les objets qui sont représentés donc à l'intérieur, que ce soit dans le monde rural ou que ce soit dans le monde urbain. Maintenant, on se trouve, depuis quand même pas mal d'années, avec quand même plusieurs données géospatiales. Tout le monde produit de cette donnée géospatiale. On se trouve dans une situation de redondance. Et on se trouve dans une situation qui produit quoi, et quand, et comment. Ça, c'est des questions extrêmement importantes en matière de géospatiale. Donc, je dirais la nécessité de penser ce qu'on appelle un NSDI. NSDI, c'est de mettre une infrastructure nationale de l'information géospatiale. Ceci pour penser à l'interopérabilité dans le futur, parce que aujourd'hui c'est fini, on ne peut pas chacun travailler dans son coin. Donc on est appelé à partager surtout l'information, et ceci est fondamental. L'interopérabilité, si vous le permettez, donc rapidement, nécessite quand même à ce qu'on puisse normaliser l'information spatiale. Il faut la normaliser dans sa nomenclature et dans sa description. Le NSDI, c'est sûr, comme l'a dit Tejmouati, le cadastre numérique, le cadastre juridique et le cadastre économique est nécessairement le socle de base de ce NSDI et que tous les autres thématiques puissent venir s'intégrer là-dedans, à développer de la bathymétrie, de l'océanographie et tout ce qui est... Je n'oublierai pas un petit point important, c'est que l'intelligence artificielle joue un rôle extrêmement important parce que tout ce stockage d'images et grâce aux 2 satellites Mohamed VI A et B, c'est des milliers et des milliers d'images et donc l'intelligence artificielle aidera à extraire et à reconnaître les formes et les objets à l'intérieur de ces modèles de données. Merci. En tout cas, merci beaucoup, Si Hassan, pour cet éclairage. On voit justement au travers de cette première grande partie que dès lors qu'on parle de stratégie digitale, on est à la fois dans le stratégique, puisque avec Si Khalid, c'était l'adressage de l'investissement public au sens large, mais de façon ponctuelle, de façon circonscrite. Également, dès lors aussi qu'on parle d'applications, que ce soit le cadastre ou la conservation, il y a des applications, mais qui doivent servir à toutes les parties prenantes. Si Hassan, à l'instant, il disait qu'on a besoin d'unifier justement ces outils qui sont là, ces images, qui fait quoi. Et la question que je me propose de partager avec vous, c'est dès lors qu'on parle de campagne intelligente et qu'on se projette, puisque la Green Generation chez 2020-2030, comment, selon vous, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour qu'on puisse accélérer la cadence et proposer des choses réellement concrètes qui vont amplifier l'action sur les prochaines années. Si Khalid Safir. Merci. J'ai parlé dans ma première intervention de
de rationalité dans la prise de décision et de précision et d'efficacité dans l'action. Je passe maintenant à un autre mot-clé important, c'est la souveraineté. Et je pense que dans tout l'effort que nous sommes en train de faire, nous devons aussi faire attention à ce point-là, et qui est adressé dans le cadre du plan Maroc Vert en termes de sécurité alimentaire. La crise du Covid l'a démontré au niveau international avec les perturbations qu'il y a eu sur les chaînes logistiques internationales, qu'il faut avoir sur un certain nombre de secteurs de produits de la production locale et des chaînes logistiques locales et de la souveraineté locale. Et là, et on vient de le voir en passant dans le salon, nous devons aussi avoir de la souveraineté technologique, de la souveraineté de traitement des données, de stockage des données, pour avoir cette résilience au niveau local. Et là, je reviens à votre question sur qu'est-ce qu'il y a à faire aujourd'hui. Je pense que, bien sûr, il y a un effort important que doivent mener les autorités publiques en général et les départements ministériels en matière de développement d'un certain nombre de ressources. Et je tiens d'ailleurs à féliciter mon ami Sikalim Tajmouati pour tout ce qui est fait au niveau de la NFCC. Et là aussi, très important, la souveraineté nationale, c'est aussi avoir des satellites marocains pour avoir des images marocaines stockées au Maroc. Très très important. Et donc il faut que les acteurs publics continuent dans cette action-là, de développer ce genre d'outils, d'investir dans le domaine de l'IT. Et à côté de ça, il faut que le reste du secteur financier accompagne cet effort-là, notamment par le financement des startups, l'encouragement des startups, dans un effort conjoint à la fois donc, du secteur financier, des investisseurs pour investir, mais aussi du côté public, de donner de la commande publique à ces startups pour leur permettre de se développer, bien sûr de servir le marché local, bien parce qu'on en a besoin, mais aussi pour se développer en Afrique et dans le monde. Absolument. En tout cas, merci beaucoup aussi, Khaled Sefir. Je retiendrai souveraineté au sens pluriel, puisqu'il y a souveraineté alimentaire, technologique aussi surtout. Et le financement des startups, c'est aussi un point qui est important. Si Karim Tajmouati, si on veut se développer encore plus vers cette campagne intelligente et sur ce monde rural, le lien que vous pouvez proposer par rapport à la dimension technologique. Moi, je voudrais d'abord qu'on retienne deux principes de base. C'est que les processus de digitalisation au Maroc, nous avons tout ce qu'il faut pour. Que ce soit en termes de RH, de savoir-faire, de maîtrise technologique, il y a un savoir-faire maroco-marocain. Un. Deuxième principe à retenir de base, c'est qu'il n'y a pas une frange de la population marocaine ou je ne sais quelle catégorie sociale qui ne serait pas apte à s'intégrer dans un monde digital. C'est faux. L'expérience de la conservation foncière, on est passé du notaire, l'ADOL, tout se digitalise. Okay. Et toutes les franges de la population, dès lors qu'elles ont un système ou des services accessibles, ergonomiques, l'utilisent. Ça, c'est le deuxième principe de base. Moi, je pense que l'enjeu pour nous, c'est qu'au Maroc, il puisse y avoir une vision intégrée de ce que nous voulons faire dans le numérique. Je ne pense pas que ce soit encore le cas. Il y a des expériences qui sont menées avec beaucoup de succès. Et d'ailleurs, il faut reconnaître au public, à l'administration publique, un rôle leader en la matière. Mais la mise en cohérence n'est pas encore au rendez-vous. Or, pour avoir un e-government demain, il est important que, à la fois l'infrastructure et que les mécanismes d'utilisation de la data soient mis en cohérence dans cette vision globale et surtout intégrée.
En tout cas, le mot cohérence, il revient assez souvent. Et je pense que, comme vous l'avez si bien dit, il y a des expériences qui sont menées et qui sont réussies d'ailleurs, et qu'il nous faut encore le grand chapeau pour qu'il y ait une cohérence d'ensemble. Alors, justement, dans le même cadre, puisqu'on parlait de start-up, qu'il fallait les financer pour qu'ils puissent développer, automatiquement, la question, il va. J'en profite juste pour dire à l'assistance que de temps en temps, vous voyez marquer un QR code. C'est aussi la possibilité de poser des questions par le digital. Il y a une plateforme qui les gère. Je vais recevoir une synthèse de questions sur mon téléphone. Et bien sûr, nos invités ils vont se faire un plaisir de répondre. Je ne suis pas SMS par WhatsApp. Ils vont répondre directement. Alors, Sidinia, justement, on parlait de comment est-ce qu'on va pouvoir encore plus nous amplifier vers la campagne intelligente? Qu'est-ce qui reste à faire et qu'on peut réellement concrétiser sur les 3 prochaines années? On a beaucoup parlé data, effectivement. Pour nous, au niveau du secteur bancaire et financier, la donnée, c'est un actif stratégique. Et les mécanismes d'acquisition de la donnée est au cœur de la stratégie de toutes les banques. Parce qu'on a besoin, on a parlé, nous aujourd'hui dans le scoring de nos clients, on utilise la donnée, et par exemple dans le scoring de l'agriculture, on utilise aussi de la donnée satellitaire. Donc vous voyez que ça se regroupe tout ça. Donc la donnée, c'est un problème actuel et futur, encore une fois, dans l'acquisition, mais aussi dans la fiabilisation, dans son traitement. Okay. Bien évidemment, bon, il y a d'autres sujets. Bon, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est déjà utilisée par les banques, notamment, je disais un mot tout à l'heure sur l'ouverture des comptes à distance, c'est quand même fait par l'intelligence artificielle. Il y a aussi l'utilisation de l'intelligence artificielle pour tout ce qu'on appelle les chatbots. Donc il y a la relation avec le client se fait de manière automatique, mais il y a surtout aussi, effectivement, on en a parlé aussi, la blockchain. La blockchain pour des services bancaires où un tiers de confiance est nécessaire, je pense cette technologie peut être utilisée dans le secteur bancaire. Mais pour avancer encore, il y a des demandes, peut-être des quick wins, on va dire. Je pense que pour encourager l'inclusion financière, il y a peut-être des choses à faire en termes de QIC ou pour certaines populations, il faut peut-être desserrer un petit peu la vis, à l'instar de ce qu'on fait aujourd'hui avec les établissements de paiement, où effectivement les QIC sont un peu plus légers. Donc il y a peut-être cette réflexion pour le monde vraiment rural et ADA. Pareil, le mobile payment aujourd'hui n'est pas très utilisé parce qu'il y a un sujet sur le coût de l'utilisation. Okay. Il y a peut-être un effort à faire pour ce genre d'opération avec les opérateurs. En tout cas, merci beaucoup encore, Sidinia. Si Hassan Moussalia, vous avez parlé de système qui permet justement de répondre à qui enregistre quoi, qui produit quoi, qui en fait quoi. Finalement, si on veut aller encore plus vite, on parle de la campagne intelligente parce que c'est le sujet, et le digital comme allié justement de cette performance, si on devait travailler sur quelques actions concrètes sur les prochaines années. L'idée étant d'avoir des recommandations phares pour pouvoir les appliquer sur les prochaines années. Je pense que je vais utiliser un mot significatif, et je crois qu'il faut que tous, qu'on puisse avoir ce mot et de le garder. C'est partager. Ce mot est fondamental. Je pense que partager la donnée, déjà, entre les différentes institutions est fondamental, parce que nous ne manquons pas de données. Nous avons énormément de données. Et ces données qui sont à la fois alphanumériques, mais aussi sont spatiales. La problématique, c'est pour ça qu'on parle de NSDI, c'est comment interopérer toutes ces données. Je vais donner un petit exemple, si vous le permettez. Aujourd'hui, quand même, nous avons, par exemple, l'agriculture. Plusieurs centaines de stations météorologiques à travers le territoire qui prennent, si vous voulez, cette information 24 heures sur 24. Je parle de la pression, le vent, l'humidité et tout. Prenons le cas aussi, la géologie. L'agriculture a besoin d'une connaissance de sol. Nous avons des cartes géologiques qui donnent une précision en matière de type de sol et de la terre. Prenons le côté de transport et de la logistique. Donc,
tout le réseau routier aujourd'hui est numérisé, existant. Et je peux donner de plus en plus d'informations. Maintenant, c'est cette interopérabilité, parce que nous ne pouvons pas développer l'agriculture, parce qu'elle a besoin de transport et de logistique pour faire de la traçabilité. Nous avons besoin aussi de la connaissance jusqu'au niveau parcellaire, et là on a besoin de ce cadastre numérique, juridique et économique. Nous avons besoin aussi en matière de ressources d'eau. Imaginons que jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas combien nous avons de puits à travers tout le Maroc. Et nos nappes phréatiques sont dans des situations alarmantes. Donc, il faut absolument qu'on fasse un inventaire de tous ces puits, de type de puits, le type de construction de ce puits, de forage, aussi la profondeur de ces puits. C'est plus de 150 000 puits qui sont reconnus aujourd'hui, mais cet inventaire est nécessaire. Donc voilà tout un ensemble de données qu'il va falloir intégrer pour répondre, si vous voulez, à ce développement agricole d'une manière scientifique et stratégique. En tout cas, merci beaucoup. Je sais qu'au travers d'un panel dans lequel il y a de brillantissimes intervenants, on a encore envie de vous écouter, de partager sur un certain nombre de sujets. On retiendra plusieurs points qui ont été débattus, notamment cette question de souveraineté qui me paraît être importante comme recommandation, surtout qu'elle est dans le sens pluriel, et aussi cette exigence de cohérence à la fois des politiques publiques, mais de stratégie digitale au regard de ce qui se développe. Il y a aussi les applications à la fois technologiques dans le milieu bancaire ou pour la partie géospatiale. L'idée étant d'avancer sereinement, en cohérence, pour avoir des systèmes unifiés qui peuvent profiter à tous. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'en 1 minute, comme on a toujours envie de vous écouter, en 1 minute chacun, le mot de la fin pour Si Khalid, pour Si Karim, pour Dinia, pour Hassan. Si Khalid, un mot de la fin pour et le panel et pour Agro IT Days. Le mot de la fin, c'est que je sors de cette rencontre très fier de mon pays, très fier de notre jeunesse. Ce que nous avons vu dans le salon, dans les couloirs, était très rassurant sur l'intelligence de ce pays et sur les objectifs que nous pouvons atteindre ensemble, principalement. Si Karim. Oui, moi j'ai insisté sur le potentiel maroco-marocain en matière de développement IT, de conception digitale. J'y crois très fortement. Et ce qui, en tout cas, moi, me rend extrêmement optimiste, c'est toute cette prise de conscience et cette dynamique qui est en train de s'installer au Maroc et qui, encore une fois, fédère à la fois le public, le privé. Tous les acteurs se réunissent autour du fait que le Maroc de demain, que le service de demain sera fondamentalement digital. Si Dinia. C'est vraiment un bon mélange de l'agriculture et le digital. Moi, je pense, le message, là, on n'est qu'au début. Donc ça, c'est un bon signal. Bien je sûr. pense le khayro amam. Et je pense que le digital va apporter beaucoup pour l'agriculture. Et on en a vraiment besoin. Alors, moi, je finirai par un mot aussi encore important, donc partager. Et la gouvernance collaborative. Et cette gouvernance collaborative, je crois qu'elle a besoin de 4 piliers. Le public est fondamental, le privé qui peut apporter ces technologies, ces IoT et ces développements. Mais il ne faut pas oublier l'académie et les centres universitaires et la recherche qui peut apporter aussi énormément dans la recherche appliquée, sans oublier un 4e pilier qui sont les ONG. En tous les cas, merci beaucoup. Je pense qu'on a été gâtés dans ce premier panel où on a surfé pratiquement sur les dimensions de la transformation digitale, de la stratégie jusqu'aux applications, avec aussi les perspectives et les ambitions. Ce que je vous demande de faire, c'est que je vais inviter mes panélistes à se mettre debout. On va les applaudir et leur faire un grand sourire. Parce que c'est des moments qu'il faut immortaliser. On va les prendre en photo avec un grand sourire. Bien sûr, comme ça, on est vendredi, c'est l'Aïd. Et c'est aussi l'année Amazir. Donc c'est beaucoup de choses.